À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Anne-Marie Gagné-Julien. Anne-Marie est actuellement boursière postdoctorale à l'Université d'éthique biomédicale de l'Université McGill, sous la supervision de Phoebe Friesen. Ses intérêts de recherche se situent à l'intersection de la philosophie et de l'éthique de la psychiatrie, de la philosophie féministe, des sciences et de l'épistémologie sociale. Son projet de recherche postdoctorale vise à explorer les questions épistémologiques et politiques entourant le processus de révision du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM. Elle poursuit également des recherches sur les injustices épistémiques en psychiatrie, sur l'objectivité scientifique et sur le débat de longue date concernant la définition du trouble mental. À l'émission d'aujourd'hui, on aborde le problème de l'objectivité des troubles mentaux. Lorsqu'il est question de santé mentale, il est difficile de tracer une ligne claire entre ce qui est un trouble et ce qui ne l'est pas. Cette ligne est difficile à tracer, car les troubles de santé mentale nous mettent devant le fait que les valeurs sociétales influencent notre conception de ce qui est normal, qu'il n'y a pas toujours de marqueurs physiologiques clairs indiquant la présence d'un problème de santé mentale, qu'on veut des indicateurs objectifs, mais en même temps, l'état subjectif de détresse est une partie importante du diagnostic. On fait un tour d'horizon de l'histoire de la psychiatrie, de sa crise dans les années 60 et 70 et des crises actuelles concernant la surmédicamentation et la surpathologisation des différents troubles. Bonne émission. Bonjour Anne-Marie, bienvenue à Parlons éthique. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui nous touche la plupart d'entre nous, que ce soit nous-mêmes ou un proche, la santé mentale. Il y a tellement de façons d'aborder ce sujet-là, on va miser sur un angle particulier, donc on va se questionner sur l'objectivité en santé mentale. Est-ce que tu pourrais clarifier ce qu'on entend par objectivité en santé mentale? Oui, comme tu l'as bien dit, la question est complexe, mais on peut quand même essayer de restreindre un peu tout ça. Donc, la question qui a émergé en philosophie à partir des années 60, c'est celle de ce qu'on pourrait appeler la scientificité de la psychiatrie et, par ce fait-là, la scientificité de la santé mentale. Donc, la question, c'est est-ce que la santé mentale est un phénomène scientifique comme les autres ou si c'est un phénomène construit, socialement construit, qui reflèterait les normes culturelles, sociales ou les normes subjectives de l'individu. Donc, quand on pose la question de l'objectivité de la santé mentale, généralement, ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que la santé mentale est un fait empirique, un fait scientifique, ou est-ce que c'est la projection de nos normes sociales et culturelles? On pourrait faire le lien avec la santé physique. On dirait, la santé physique, généralement, on tend à dire que, c'est un fait scientifique, mais on se demande est-ce que la santé mentale, c'est quelque chose qui ressemble un peu à la santé physique. Donc, est-ce que c'est un peu similaire? En quoi est-ce que c'est pareil ou différent? J'imagine que c'est un peu ça aussi, comme référent que les gens peuvent avoir là, par rapport à ce qui est objectif par rapport à la santé. Mm-hmm. Il y a des intuitions qui sont fortes par rapport, ou peut-être plus fortes par rapport à la santé physique, par rapport à sa scientificité. Donc, si par exemple on pense au cancer, au diabète, etc., on a l'intuition que ce sont des choses qui existent dans la nature, puis que le diabète ou le cancer sont ce qu'on pourrait dire objectivement, entre guillemets, des maladies. C'est-à-dire que, indépendamment des sociétés, avoir le cancer ou avoir le diabète est mauvais en soi, quand on regarde la nature. Puis on a aussi l'intuition généralement que c'est pas la même chose quand on regarde des conditions psychiatriques. Donc si on pense à la dépression, si on pense à la schizophrénie, généralement, on peut penser que il y a pas la même objectivité ou la même scientificité que des troubles physiques, parce que ça concerne l'esprit, parce que les contours de ces maladies-là sont plus flous, puis même le rapport à la normalité de ces conditions-là peut être davantage remis en question que le diabète ou le cancer, au sens où certaines personnes pourraient penser que la dépression n'est pas une maladie, mais un simple fait, un simple comportement associé à l'esprit humain, mais pas en soi une maladie. Alors que le diabète ou le cancer sont beaucoup moins remis en question, en tout cas leur statut de maladie sont beaucoup moins remis en question que les troubles mentaux. Et donc là, on voit se dessiner une espèce de plusieurs questions qui tendent à être tout ensemble lorsqu'on parle de santé physique. Et quand on parle de santé mentale, on peut peut-être les différencier. Donc, premièrement, on pourrait se demander, est-ce que ça existe, que la personne vit vraiment, ou c'est simplement dans, entre guillemets, sa tête? Est-ce que c'est vraiment une maladie, ce qui se passe chez la personne, ou pas? Et est-ce qu'on devrait la traiter, ou pas? Donc, il y a plusieurs questions qui sont clairement oui à toutes ces questions-là quand on parle de santé physique, mais quand c'est de santé mentale,
on peut les séparer et c'est là que ça devient philosophiquement un peu intéressant de se questionner sur l'objectivité de la santé mentale. C'est ça. Quand on pose la question de l'objectivité de la santé mentale, il y a plusieurs sous-questions qui peuvent émerger, comme tu le dis. Il peut être pertinent de séparer là, les différentes questions. Première question, est-ce que la condition en tant que telle existe? Donc, d'un point de vue scientifique, on peut se demander, est-ce que je peux repérer dans la nature, par exemple, la dépression? Deuxième question, est-ce que je peux, en regardant le phénomène de la dépression, l'identifier comme une maladie mentale? Donc, effectivement, ce sont deux questions différentes, puis les deux questions sont pertinentes en philosophie de la psychiatrie, puis bien sûr en psychiatrie comme science. Mais donc, dans la littérature, généralement, on essaie de séparer les deux parce que les questions, les présuppositions philosophiques sont différentes. Quand on essaie d'identifier les différentes maladies, c'est un enjeu de catégorisation qui implique pas nécessairement l'enjeu de la normativité. Donc, si je veux, par exemple, identifier la dépression, puis la différencier de la schizophrénie, ben j'identifie un ensemble de symptômes que je vais attribuer à chacun des phénomènes. Donc, la dépression, par exemple, l'envie de dormir toujours, l'hypersomnie qu'on appelle, l'humeur maussade, etc. Donc, ce sont des symptômes associés à la dépression. Puis là, je peux découper ce phénomène-là dans la nature, par contraste avec, par exemple, la schizophrénie qui concerne les hallucinations, les délires, etc. Ça, c'est une question. Donc, comment je découpe ce phénomène-là dans la nature? Par contraste avec la question de la normativité. Donc, est-ce que quand je regarde le phénomène de la dépression, je peux dire que ce phénomène-là est anormal? Okay? Donc là, c'est vraiment la question de la normativité. Quand je pense à la maladie mentale, je pense à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y aurait un problème interne à l'individu ou dans sa relation à l'environnement, peu importe, mais il y aurait quelque chose qui fonctionnerait mal. Et là, c'est la question de la normativité. Et on peut se demander, est-ce que objectivement, je suis capable de dire que la dépression est un trouble mental, au sens où il y aurait objectivement quelque chose dans la nature qui fonctionne mal, ou est-ce que c'est pas justement quelque chose de non objectif, plus subjectif, social, etc. Est-ce que, tu corrigeras mon impression si elle est fausse, j'ai l'impression que justement cette distinction-là entre la définition descriptive et la description normative des troubles mentaux, j'ai l'impression que cette distinction-là, elle n'est pas toujours faite par les personnes qui définissent les troubles mentaux. Est-ce que tu pourrais nous dire qui définit les troubles mentaux, qui établit ce qu'est la schizophrénie, ce qu'est la dépression et que ce sont des troubles mentaux? Et est-ce que les personnes qui le font ont tendance justement à distinguer le normatif du descriptif? Oui, c'est une bonne question. Puis je pense que ça aide à penser ces problèmes philosophiques-là de manière plus concrète. Là. Donc, ce sont des problèmes philosophiques qui émergent, mais parce qu'il y a des problèmes, disons, dans la pratique ou dans la théorie, dans les théories psychiatriques. Donc, première chose à dire, il y a plusieurs modèles de la santé mentale. Il y en a qui sont plus scientifiques que d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, puisque je connais mieux, c'est les modèles qui sont véhiculés par la psychiatrie nord-américaine, donc à tendance scientifique ou neurobiologique. Donc, l'outil principal qui caractérise la santé et les troubles mentaux, c'est le DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, c'est le manuel qui est utilisé dans les contextes médicaux, dans les institutions médicales, pour diagnostiquer des individus avec des troubles mentaux. Mais c'est ça, je le mentionne, il y a d'autres modèles, mais on pourrait dire qu'ils sont moins dominants, à la fois dans la littérature, mais aussi dans la pratique. Donc peut-être, je ne m'étendrai pas davantage là-dessus. Mais donc, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, le contexte du DSM puis de la psychiatrie nord-américaine, les personnes, généralement, qui prennent ces décisions-là de coupure ou de découpe du monde, ce sont des psychiatres. Puis là, il y a des psychiatres spécialistes de plusieurs enjeux, là. Mais de manière générale, c'est des gens qui ont avancé dans leur parcours en médecine, qui se sont spécialisés en psychiatrie, qui ont pris différentes tendances de spécialisation neurobiologique. Certains ont des approches plus psychologiques, plus communautaires. Mais de manière générale, les experts de la découpe du monde, ce sont des psychiatres. Et est-ce que les psychiatres, justement, se posent la question entre les visées descriptives de leur définition et les visées normatives? C'est une question intéressante parce qu'en fait, c'est du cas par cas, on pourrait dire. Donc, la psychiatrie n'est pas une espèce d'ensemble homogène de personnes, puis les intérêts conceptuels ou philosophiques qui sont liés à la psychiatrie sont, disons, pas représentés également chez tout le monde. Donc, il y a, depuis les années 60-70, un intérêt
qui émergent pour les questions de normativité, questions conceptuelles sur qu'est-ce qui nous permet légitimement de découper d'une certaine façon, quels sont les standards ou les présuppositions théoriques, philosophiques qui nous permettent de couper comme ci ou comme ça. Mais en même temps, cet intérêt-là est vacillant. Donc, on voit dans l'histoire de la psychiatrie que quand il y a des crises, par exemple, qui entourent la psychiatrie, donc des controverses liées à certains troubles ou des controverses liées au fondement de la psychiatrie, là, les enjeux conceptuels émergent davantage, puis là, les psychiatres sont, d'une certaine façon, forcés de se pencher sur ces questions-là. Puis quand les crises s'estompent, si on veut, ben, l'intérêt diminue. Et là, on observe, disons, moins d'intérêt, moins de recherche, moins de questionnement, de délibération à ce niveau-là. Fait que je dirais, là, il y a comme des phases dans l'histoire de la psychiatrie. Donc, dans les années 60-70, crise majeure pour la psychiatrie à plein de niveaux, intérêt massif pour les questions de normativité et de définition, les enjeux conceptuels de catégorisation, qui a mené la psychiatrie à changer, là, à réagir à ces critiques, puis disons, à mieux faire vis-à-vis ces enjeux-là. Diminution de l'intérêt. Là, on voit que, disons, la question est sombrée dans l'oubli. Puis, aujourd'hui, ben là, il y a de nouvelles controverses qui émergent liées à la surmédicalisation de certains troubles particuliers. Puis là, ben, de plus en plus, on voit un intérêt renouvelé, je dirais, là, c'est pas les mêmes questions exactement, mais un intérêt renouvelé pour les questions de définition puis les enjeux conceptuels. Donc, oui, il y a un intérêt, mais il n'est pas constant, puis il n'est pas partagé par tout le monde. Puis, en psychiatrie, ou en tout cas dans les structures de prise de décision de la psychiatrie américaine, malheureusement, ou en tout cas, c'est l'état de choses, mais les orientations dépendent un peu des gens qui sont en place, qui vont établir les priorités de recherche, etc. Fait qu'il y a une certaine contingence à qui est directeur, qui est président, par exemple, de l'Association de psychiatrie américaine, qui sont les gens qui sont dans les hautes sphères, là, si on veut. Ben, c'est sûr, ça va déterminer le type de questionnement qu'on voit. Puis ça, on l'observe quand même là, dans les différentes éditions du DSM. Donc, le DSM a été réédité à plusieurs reprises, puis c'est pas les mêmes questionnements qui sont mis de l'avant à chacune des éditions. Fait que c'est ça. Fait que intérêt variable, mais intérêt, quand même. Est-ce que tu pourrais parler un peu de la crise des années 60-70, donner quelques exemples pour que les gens comprennent bien là, qu'est-ce qui a changé puis qu'est-ce qui a amené ces changements-là? OK, donc c'est vraiment un moment charnière de l'histoire de la psychiatrie, au sens où on pourrait dire que la psychiatrie était attaquée de toutes parts. Donc, il y avait des critiques qui visaient la validité de la psychiatrie au niveau de ces catégories, parce qu'on avait fait certaines études là, qui commençaient à sortir, où dans le fond, on voyait qu'un patient ou une patiente qui se présentait dans un hôpital psychiatrique recevait un diagnostic, se présentait dans un autre hôpital psychiatrique qui recevait un diagnostic complètement différent. Donc, la remise en question importante de la validité du diagnostic, mais il y avait aussi une remise en question du traitement ou des traitements, des conditions de soins des personnes avec des troubles mentaux qui étaient qu'on pourrait appeler internés, là, qui étaient gardés dans les institutions psychiatriques, où, dans le fond, tranquillement, on commençait à, disons, ouvrir les portes des institutions pour voir dans quelles conditions les gens étaient gardés. Puis là, on voyait qu'il y avait de gros enjeux au niveau des droits humains, par exemple. Donc, il y avait des enjeux de validité, des enjeux éthiques. Puis, pour la question qui m'intéresse, puis le sujet aujourd'hui, là, c'est celle de l'objectivité de la santé mentale. Donc là aussi, la psychiatrie était soumise à de fortes critiques parce que elle n'était pas capable de défendre sa définition de la santé mentale. Okay? Donc, il y avait des cas qui étaient controversés à l'époque. Donc, le cas majeur, c'est celui de l'homosexualité qui était diagnostiqué comme un trouble mental avant les années 70. Et donc, les groupes de pression pour les droits des personnes homosexuelles avaient remis en question cette pathologisation, ce diagnostic de l'homosexualité. Mais la psychiatrie, pour pouvoir justifier une posture vis-à-vis de ce diagnostic-là, n'avait pas de ressources conceptuelles pour justifier son intégration de l'homosexualité comme un trouble, même n'avait pas de justification pour le retirer, parce qu'elle avait juste pas de définition officielle. Fait que dans le fond, l'homosexualité est là, puis comment tu peux justifier ça? Ben, t'as aucune ressource conceptuelle. Okay? Fait qu'il y avait comme une espèce de vide conceptuel dans l'édifice théorique de la psychiatrie. La controverse de l'homosexualité a mis en lumière ce vide conceptuel-là, et donc a forcé la psychiatrie à se doter d'une définition conceptuelle plus forte. Fait que ça, c'est un élément qui a, disons,
pousser la psychiatrie dans ses retranchements conceptuels. Mais un autre élément, c'est la mouvance de l'antipsychiatrie, qui, d'une certaine façon, avait remis en question la validité de la psychiatrie au niveau du diagnostic, là, la fiabilité du diagnostic, puis les enjeux de communication entre les psychiatres. Mais elle avait aussi mis de l'avant une autre critique qui était celle de qu'on appelle le mythe de la santé mentale, ou la santé mentale ou des troubles mentaux. Puis dans le fond, ce mythe-là a été développé de manière la plus célèbre, je pense, par Thomas Szasz. Et sa thèse, c'est que, dans le fond, il n'y a pas de troubles mentaux, il n'y a que des déviances sociales qui sont pathologisées par la psychiatrie pour contrôler des comportements déviants. Et donc, on diagnostique pour pouvoir, si on veut, recadrer les gens dans des normes sociales qu'on juge les bonnes comme société. Et donc, face à cette critique-là, du mythe de la santé mentale et de la maladie mentale, ben là, la psychiatrie a aussi dû défendre qu'elle n'était pas juste un outil de contrôle social, qu'elle avait d'autres visées là, que le contrôle de la déviance sociale, sinon ça paraît mal sur le CV. Mais donc voilà, donc ça a poussé la psychiatrie justement à s'intéresser aux questions conceptuelles. Donc c'est ça l'idée, comme je le disais tantôt, l'espèce de montagne russe là, de l'intérêt vis-à-vis des questions conceptuelles. Là, c'est qu'il y en avait de toutes parts, puis ces questions-là n'étaient pas juste des controverse scientifique, ça visait autre chose, là. Ça visait vraiment les fondements théoriques de la discipline. Aussi parce que avant les années 60-70, la psychiatrie était davantage d'orientation psychanalytique, okay? Donc un modèle complètement différent, peut-être à cette époque-là moins scientifique, là, un intérêt moins grand aux preuves empiriques. Puis donc la psychiatrie s'est métamorphosée aussi en s'intéressant davantage aux approches plus biologisante, là, si on veut, de l'esprit humain, pour s'inscrire aussi davantage dans sa discipline d'attache qui est la médecine, pour correspondre davantage aux standards empiriques là, qu'on associe à la médecine. Fait que ça aussi, c'était reproché, disons, à la psychiatrie d'être comme l'espèce de cavalier. C'est ça, exactement, le parent pauvre de la médecine. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment plusieurs enjeux là, qui ont poussé la psychiatrie à se métamorphoser, et elle s'est métamorphosée, dans le fond. Elle a répondu aux critiques, elle a changé énormément, là, puis ça a donné la psychiatrie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, le problème conceptuel, le problème du vide conceptuel qui a été remarqué dans les années 1970, c'est entre autres un problème sur la définition de ce qui est un trouble. Puis c'est un peu ce qu'on disait au début de l'entretien. Qu'est-ce qui fait qu'un problème mental est un problème? Je pense qu'on peut encore, spontanément, encore une fois, en tant que parfaite novice, il me semble qu'on pourrait définir, par exemple, que la dépression est un trouble mental parce que c'est un problème de débalancement hormonal, mais on pourrait aussi dire que c'est un problème ou un trouble mental parce que la dépression empêche une personne de fonctionner en société. Ou on pourrait encore dire que la dépression est un trouble mental parce qu'elle fait souffrir les personnes. À chaque fois qu'on choisit une de ces différentes définitions, il me semble que on n'a pas du tout la même approche au trouble mental. Est-ce que, j'imagine qu'il y a encore des débats donc qui restent aujourd'hui si on est au moins en tant que laïc pris dans ces interrogations. Comment s'orientent ces débats-là? Est-ce qu'il y a une approche qui est préférée? Donc, effectivement, il y a plusieurs options qui sont sur la table quand on s'intéresse à cette question-là. Répondre à cette question-là, c'est complexe parce que dans le DSM, puis comme je disais tout à l'heure, il y a eu une définition qui a été produite. Donc, cette définition-là, depuis les années 70, elle pose que pour qu'il y ait trouble mental, il faut qu'il y ait une dysfonction interne à l'individu. Fait que cette dysfonction-là peut être psychologique ou neurobiologique. Il n'y a pas vraiment de position forte là-dessus, mais il faut qu'il y ait une dysfonction dans l'individu et il faut que cette dysfonction-là cause la détresse, des incapacités dans la vie quotidienne. Fait que la réponse du DSM à ce vide-là, c'est de poser 2 critères. Donc, la dysfonction psychologique ou neurobiologique, puis le critère d'incapacité, on pourrait dire de handicap là, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la définition qu'il y a dans le DSM. Donc, c'est ce qui est formellement dit au début du DSM, quand on lit, ça dit « voici ce qui est un trouble mental ». Après, quand on regarde les différentes catégories du DSM, donc les différents diagnostics, où là, on retrouve justement la dépression, c'est pas clair que les différentes catégories de diagnostics reflètent la définition générale du trouble mental. Donc, il y a comme un problème d'incohérence dans le DSM entre la définition et les différents troubles. Après,
les concepteurs du DSM, quand ils ont écrit la définition, se sont quand même protégés d'une certaine façon contre la critique d'incohérence en disant, nous, on donne des critères généraux, c'est des grandes lignes là, sur comment on conçoit la définition du trouble mental. Puis après, les troubles ou les catégories qui sont dans le DSM se rapprochent plus ou moins de cette définition-là, mais c'est des grandes lignes directrices. Mais donc, c'est ça. Donc, si on veut analyser la définition du trouble mental, on peut regarder la définition formelle, c'est donc la dysfonction avec l'incapacité, mais on peut aussi regarder les différents troubles ou les différentes catégories diagnostiques qui se trouvent dans le DSM. Puis là, peut-être que si on reconstruisait l'ensemble des critères qui expliquent pourquoi une catégorie est là ou pas, on aurait une autre définition. Okay? Fait que c'est difficile de répondre à la question parce que il y a comme plusieurs réponses possibles par rapport à où est-ce qu'on regarde dans le DSM puis où est-ce qu'on regarde en psychiatrie. Puis aussi une autre limite ou une autre subtilité de la question, c'est que le DSM est un outil diagnostique officiel, puis après, les gens dans la pratique l'utilisent plus ou moins. Okay? C'est-à-dire que c'est l'outil le plus utilisé pour poser les diagnostics, pour que, par exemple, les gens puissent être remboursés par les assurances, puissent avoir accès à des ressources X, Y, Z, de la prise en charge thérapeutique. Tout ça est structuré par le DSM, mais il y a certains praticiens, donc des psychiatres, des travailleurs sociaux, etc., qui n'utilisent pas nécessairement le DSM comme une bible. Okay? Fait qu'ils peuvent jouer avec les critères, peuvent jouer avec la conception générale du trouble mental, puis pas nécessairement l'appliquer à l'alerte. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là là, dans à la question quelle est la conception dominante du trouble mental ou de la santé mentale. Je pense que ça dépend aussi vraiment des praticiennes, de comment eux vont interpréter, dans le fond, le trouble mental. Puis je pense qu'au niveau clinique, le critère qui est le plus grand, c'est vraiment celui de la détresse. Les cliniciens font face à justement des gens qui viennent parce qu'ils sont en détresse, ils ont de la souffrance psychologique, incapacité à fonctionner, etc. Fait que pour les cliniciens, je pense que c'est ce critère-là qui est celui qui est majeur. Pour des chercheurs en neurobiologie, le critère va être plus peut-être justement une dysfonction la sérotonine ou du circuit la sérotonine, peu importe. Donc, ça dépend qui regarde. Ouais, il y a plusieurs conceptions, dans le fond, qui interagissent en psychiatrie. Ben, merci parce que même si ma question semblait complexe, tu nous arrives avec une excellente réponse, puis tu nous fais bien comprendre un peu les différentes orientations dans les approches descriptives du trouble mental. Dans le fond, c'est pas la même chose quand on est praticien, on décrit un trouble mental, on décrit la détresse qu'on a de la personne devant nous, par exemple. On a parlé un peu plus tôt aussi là, de l'intervention en fait, d'une vision normative du trouble mental. Normative, en fait, qui nous amène à juger ce trouble-là est bon ou mauvais. Puis souvent, quand on pose un jugement normatif, on fait appel à des valeurs. On n'a pas encore beaucoup parlé de comment, justement, les valeurs peuvent intervenir dans la définition des troubles mentaux. Puis là, encore une fois, j'imagine qu'il va y avoir différentes façons, là, dépendamment de si on parle des chercheurs en biologie, des chercheurs en psychiatrie qui ont des approches moins biomédicales, des praticiens-praticiennes. Donc, j'imagine que ta réponse va varier en fonction de ça, mais comment, justement, les valeurs interviennent dans tout ça? Ouais, dans le fond, la question des valeurs est centrale à la fois en psychiatrie, mais aussi en philosophie de la psychiatrie. Donc, étant donné que l'une des critiques qu'on avait adressées à la psychiatrie, c'était un peu celle, justement, de contrôler la déviance sociale, le fait qu'elle dû au vide conceptuel entourant la définition du trouble mental, on lui avait reproché d'avoir une conception relativiste, mais purement relativiste du trouble mental, ou dans le fond, n'importe quoi pourrait être un trouble mental si c'est ce qu'on dévalorise dans une société. Okay? Fait que ça, c'est, disons, l'arrière-plan dans lequel se développent les approches en psychiatrie puis en philosophie de la psychiatrie qui essaient de définir le trouble mental. Il y a quand même l'enjeu de OK, il faut quand même que notre conception de la santé mentale puis du trouble mental repose sur quelque chose de solide. Là, ça crée un débat, dans le fond, parce que, étant donné qu'on avait la volonté de répondre à ces critiques-là, qui disaient « Ah, la psychiatrie n'est pas une science, la psychiatrie n'est pas valide, la psychiatrie repose sur rien de légitime scientifiquement quand elle pense le trouble mental », en philosophie, il y a toute une approche qui a essayé de dire qu'on pourrait définir le trouble mental ou la santé mentale en regardant les faits empiriques.
Okay, fait que c'était comme sa solution, c'est de dire, OK, vous pensez que la psychiatrie est parfaitement relativiste sur c'est quoi un trouble mental, mais moi, je vais vous montrer qu'en fait, il faut juste regarder les faits empiriques, puis on va avoir une conception scientifique du trouble mental, donc on va pouvoir répondre aux critiques qui visaient la scientificité de la psychiatrie. Donc, c'était l'objectif à la base, là, c'était de dire, ben, c'est vrai que les valeurs, c'est plus compliqué, tu sais. On ouvre, si on veut, la pensée, c'était, on va ouvrir une boîte de Pandore si on se met à définir le trouble mental en fonction des valeurs de la société. On veut pas ça. Donc, on est mieux d'avoir une approche scientifique pour définir le trouble mental. Fait que là, il y a tout un pan de la philosophie qui a essayé de développer des approches scientifiques de la définition du trouble mental. Puis là, l'enjeu, philosophiquement, qui est un enjeu, un défi de taille, c'est de pouvoir montrer que la normativité était naturelle. Okay? Le normal est naturel. C'est ça. Comme ça aussi. Exactement, oui, parfait. Donc, la distinction entre le normal et le pathologique n'est pas une distinction fondée sur des normes sociales et culturelles, mais elle est fondée sur l'observation de la nature. On peut découvrir c'est quoi le normal mental, comme on peut découvrir c'est quoi le pathologique mental. Fait qu'il y avait cette volonté-là de faire ça, qui est, si on veut, un enjeu de taille. Okay? Parce que généralement, la normativité, on l'attribue au social, au culturel. Puis là, la volonté, c'était de révolutionner ça, puis de penser une normativité naturelle pour pouvoir régler les problèmes de valeur, puis les problèmes de contrôle social qu'avait rencontré la psychiatrie. Donc ça, c'est une première approche qui est née, ben, pas première chronologiquement, mais en tout cas, une première approche pour répondre à ce problème-là, c'était la norme naturelle. Puis là, ça, c'est une approche qu'on appelle le naturalisme ou l'objectivisme qui dit, donc la santé mentale, le trouble mental, c'est un dysfonctionnement naturel de l'esprit humain. Si je peux reformuler rapidement avant que tu nommes les autres, en fait, on dit, on évacue complètement la question des valeurs, on va trouver une approche à la normalité, puis au trouble et puis au pathologique, qui va être purement objective, purement empirique. Absolument, c'est ça. Fait qu'on... Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y en a d'autres approches sur lesquelles tu voulais poursuivre. Oui. En fait, avant de continuer, je voulais peut-être juste avoir peut-être un exemple de comment est-ce que tu pourrais faire ça, ou ils ont sûrement eu, il y a certains cas, là je suis en train de penser à certains troubles, il me semble que c'est facile de faire ça, puis d'autres que ça semble vraiment impossible de faire ça, puis d'autres qui semblent être... ça peut être critiquable. Donc, est-ce que tu pourrais donner comme quelques exemples pour nous montrer où est-ce que ça réussit bien puis où est-ce que ça réussit moins bien, en fait? Oui, donc, dans le fond, la méthodologie des approches qui ont défendu qu'on pouvait défendre le normal d'un point de vue naturel, c'était d'observer, dans le fond, ce qu'on faisait en médecine, puis de l'appliquer à la psychiatrie. Fait qu'ils disaient, leur réflexion, c'était, la psychiatrie fait pas bien les choses. Dans le fond, elle n'a pas basé son concept de santé mentale sur quelque chose d'objectif, mais du côté de la médecine, en fait, on pense que c'est objectif, fait qu'on a juste à appliquer ce que la médecine a fait dans ses définitions du normal et du pathologique, puis le transférer à la psychiatrie, puis on va avoir réglé le problème. Fait que là, il y a toutes sortes de conceptions qui se sont élaborées, qui ont essayé d'analyser le normal en médecine, puis en défendant que ce normal-là était objectif, sans faire appel aux valeurs, etc., puis l'appliquer en psychiatrie. Donc, une approche en particulier, c'est celle de Christopher Boers, où lui, dans le fond, il dit le pathologique, dans le fond, c'est une déviation vis-à-vis le fonctionnement normal d'un organisme. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une définition qui est quand même théorique puis un peu abstraite, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que, dans le fond, il y a certaines fonctions de l'organisme qu'on observe dans à peu près tous les contextes. Il y a comme une norme fonctionnelle qui se dessine quand on regarde, par exemple, l'espèce humaine. Et donc, on peut penser à des fonctions de base, digestion, locomotion, intelligence. Okay? Ce sont des grandes classes de fonctionnement. On dirait qu'on les observe chez tout le monde. C'est ça, le normal, dans le fond. Puis là, il ajoute d'autres critères, si on veut, parce que là, on pourrait dire, ben, des fois, on observe des choses chez tout le monde, mais est-ce que vraiment c'est normal au point de vue médical? Donc, il va dire, dans le fond, les fonctions normales d'un organisme, ce sont ce qui contribue à sa survie et sa reproduction. Fait que dans le fond, ma digestion, ça m'aide à rester en vie, c'est ma fonction normale. La circulation sanguine, ça m'aide à rester en vie, c'est ma fonction normale, etc. Okay, donc, donc, c'est le même procédé. Puis là, dans le fond,
on pourrait lui objecter à Christopher Bourse, « Ah, mais est-ce que tu penses pas qu'en fait, il y a de la diversité aussi dans le fonctionnement? » Puis pour répondre à cette diversité-là, Christopher Bourse se dit, ben, il faut aussi ajouter la notion de classe de référence. C'est dans le fond une découpe un petit peu plus fine de l'espèce humaine. L'espèce humaine, c'est trop général. Dans le fond, ce que la médecine fait, c'est qu'elle classifie la population humaine en sous-catégories. Par exemple, enfants, adultes, personnes âgées, hommes, femmes biologiques. Okay, donc, plusieurs sous-catégories. Puis, au sein de ces classes de référence, donc les sous-catégories de la population humaine, ben, il y a des fonctions qui émergent. Donc, par exemple, pour les femmes biologiques, la reproduction. Pour les vieillards, ben là, des fois, on observe, ou les personnes âgées, on observe un déclin de fonctionnement, mais qui est normal en fonction de l'âge pensé, etc. Donc, pour lui, ces fonctions-là étaient... donc, c'était les fonctions normales, mais ce normal-là dépendait uniquement de faits empiriques et non pas de valeurs sociales et culturelles. Et donc, je pouvais dire, grâce à cette théorie-là, dans le fond, que si, par exemple, je fais une crise cardiaque, mais dans le fond, mon cœur contribue pas à ma survie, dans le fond, il participe pas à ma circulation sanguine, donc ne participe pas à ma survie, donc je suis dans un état pathologique. Et pour lui, l'ensemble de ces éléments-là que je viens d'expliciter était purement scientifique. Après, cette théorie-là a été abondamment critiquée, à la fois du côté de la médecine, là, fait que là, ça soulève la question, est-ce que vraiment, en fait, le normal de la médecine est parfaitement empirique, sans valeur sociale et culturelle? Mais disons que la complexité était encore plus grande au niveau du mental, où là, c'est pas nécessairement clair que les fonctions mentales contribuent à la survie et à la reproduction. Fait que là, comment je vais appliquer, disons, toute cette théorie-là qui s'applique mieux à la médecine, si on veut, à la psychiatrie. Il y a comme plusieurs défis là, pour ce genre de conception-là appliqués à la psychiatrie. Donc, ça a généralement été abandonné. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait comme une plus grande facilité d'application dans le contexte de la médecine avec des exemples paradigmatiques de maladies comme le cancer, le diabète, etc., où ce sont tous des exemples où le fonctionnement ne participe pas vraiment à une survie ou en tout cas à un maintien minimal des structures pour la survie de l'être humain. Mais c'est ça, l'application à la psychiatrie était beaucoup plus complexe, c'est pourquoi ça a été finalement abandonné. Puis donc, il y a d'autres approches, en fait, au rapport aux valeurs en psychiatrie. Quelles autres façons on a de répondre à cette question-là des valeurs dans la définition du trouble mental? OK, donc la conception que je viens d'expliciter, elle a été critiquée abondamment, et donc ça n'a pas donné naissance, mais ça a, disons, mis en lumière les avantages d'autres approches, comme l'approche normativiste ou constructiviste, qui, elle, prend la posture complètement inverse et, si on veut, accepte qu'en fait, ce sont les valeurs sociales et culturelles qui fondent notre définition du trouble mental. Donc, ultimement, elle dit, c'est pas possible de produire des conceptions de la santé et de la maladie mentale sans faire intervenir les valeurs. Donc, la définition du trouble mental doit inclure les valeurs. Puis là, on parle de valeurs sociales et culturelles, généralement des états qui sont dévalorisés dans nos sociétés, ça va être les maladies, puis les états qui sont valorisés, ça va être la santé. Donc, exemple, on juge que le bonheur, en tout cas un bonheur minimal, là, est une valeur dans nos sociétés, c'est quelque chose de valorisé, on aime cet état-là, la dépression est quelque chose qui s'éloigne de cette valeur-là, et donc on juge cet état-là comme pathologique. J'imagine qu'on pourrait faire l'exemple aussi avec la productivité, qui est une valeur assez appréciée généralement. L'anxiété, par exemple, s'empêche d'être productif, donc l'anxiété est jugée comme un trouble. C'est ça. Donc, ça dépend des conceptions de la santé et de la maladie. Ils vont mettre en lumière, différentes valeurs, mais effectivement, on pourrait dire... ça, c'est généralement dans les approches critiques de la psychiatrie, là, qui vont dire, dans le fond, on valorise la productivité, fait que tout, dans un système capitaliste, par exemple, donc tout ce qui s'éloigne de la productivité est une pathologie. Après, pour être... juste au regard de ces approches-là, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de donner des valeurs qui seraient les bonnes. C'est-à-dire que, dans le fond, de manière critique, on peut penser que
effectivement, là, la psychiatrie est le reflet du système dans lequel elle s'inscrit, c'est-à-dire un système capitaliste. Par contre, on pourrait produire des meilleures valeurs. Fait que souvent, les approches normativistes, constructivistes vont dire, par exemple, ben, en fait, ça devrait être davantage les valeurs subjectives de l'individu. Est-ce que l'individu se sent en détresse? Okay? Indépendamment de sa productivité, est-ce que sa non-productivité ou son incapacité sociale, par exemple, des fois, c'est des troubles plus, mettons, anxiété sociale ou phobie sociale, est-ce que son manque d'aise à interagir socialement cause de la détresse à l'individu? Si ça cause pas de détresse, ben on devrait considérer que cet état-là n'est pas pathologique. Même si, statistiquement parlant, les gens sont habiles socialement, même si, plein de raisons pourraient nous faire penser que, en fait, c'est normal d'interagir avec les gens, mais si la personne ne ressent pas un besoin d'interagir avec les gens, il n'y a pas de bonne raison de considérer ça comme pathologique. Fait que souvent, là, je donne un exemple qui est de déplacer la norme au niveau de l'individu. Donc, on parle d'une norme subjective au lieu d'une norme sociale culturelle pour éviter des abus. Mais il y a d'autres approches, là. Mais c'est ça, donc le normativisme, souvent, il est en deux temps. Il critique les valeurs qui sont des valeurs qui seraient, par exemple, qui mèneraient à l'abus de la psychiatrie des personnes socialement déviantes, puis il propose des normes qui viendraient prévenir, si on veut, cet abus-là. Après, il y a plein de problèmes qui émergent aussi de ça, donc c'est une bonne idée je pense, en tout cas, l'intuition est bonne de ramener la norme au niveau de l'individu. Est-ce que l'individu ressent véritablement de la détresse? Mais après, c'est difficile de départager l'influence du social sur la détresse de l'individu. Puis, donc, on pourrait imaginer que qu'une personne ressent de la détresse ou de l'incapacité, puis est malheureuse de cet état-là, mais cet état de choses-là, en tout cas son vécu subjectif, est lié au manque d'opportunités que la société lui donne. Fait que, on pourrait imaginer le problème est plus au niveau de la société, mais cette personne-là vit quand même la détresse, donc dans ces conceptions normatives-là, ben, elle serait considérée comme pathologique. Alors que, bon... Fait on pourrait, juste pour donner un exemple, pour ramener un peu, on pourrait donner l'exemple de l'homosexualité dans une société où c'est pas accepté. Il est possible qu'une personne qui soit attirée par des gens du même genre qu'elle l'accepte pas pour elle-même parce qu'on l'a élevée pour lui dire que c'était immoral, incorrect, qu'elle ressent de la détresse parce qu'elle a peur du rejet de ses proches également. Mais dans les faits, il y a pas, biologiquement, je sais pas, mais je veux dire, normalement, c'est pas une souffrance biologique, c'est pas un problème neurocognitif, l'homosexualité non plus. Donc, l'approche constructiviste pourrait mal encadrer, je sais pas, mais pourrait catégoriser ça comme un trouble dans certains contextes et pas dans d'autres. Absolument. Donc, le point de départ, c'est le diagnostic de l'homosexualité, où dans le fond, on veut produire une conception qui va exclure l'homosexualité du domaine du pathologique. Mais là, on peut poser la question aux normativistes ou aux constructivistes, est-ce que véritablement on empêche cette pathologisation-là? Puis effectivement, dans une société homophobe, on peut très bien imaginer qu'une personne va vivre la détresse de sa condition, mais parce que la société lui reflète une image stigmatisante d'elle-même, qu'elle manque d'opportunités sur le marché du travail, elle subit des préjudices à l'emploi, etc. Donc, cet ensemble de circonstances-là va faire qu'il va avoir la détresse éprouvée. Et donc, même si on place le critère au niveau de l'individu, c'est pas clair qu'on est capable d'exclure l'homosexualité du domaine du pathologique. Ce qui était pourtant l'objectif de départ. Donc là, c'est clair que c'est un vrai problème pour le constructivisme ou le normativisme. Il me semble qu'il y a une autre catégorie on pourrait critiquer. Il y a des troubles qui sont définis par le fait de ne pas reconnaître que tu as un trouble, comme par exemple une personnalité narcissique, et qu'elle fait subir des torts à ses proches, à elle-même, sans nécessairement s'en rendre compte. Et là, on pourrait dire, elle ne vit pas de détresse, donc on pourrait pas dire que on pourrait pas agir sur cette personne-là. Donc, l'espèce d'objectivité du naturalisme qui dit que là, il y a peut-être une dysfonction dans ses rapports sociaux, là, serait peut-être plus adéquat à ce moment-là. Donc, si les normes sont bonnes, l'approche normativiste semble super bien, mais si on a des normes problématiques, comme par exemple des normes homophobes, là, on voit qu'elle aurait peut-être de la difficulté à pouvoir les faire, alors que le naturalisme n'aurait pas cette difficulté-là, par exemple. Et vice-versa pour d'autres troubles. Absolument. Donc, c'est vrai qu'un autre problème de situer la norme au niveau de l'individu, c'est qu'il y a certains cas, puis on le considère dans d'autres domaines, par exemple en éthique, où, dans le fond, quelqu'un peut agir contre son
d'intérêt. Puis généralement, on pense qu'on peut aller au-delà du vécu subjectif de l'individu puis de poser un jugement sur ses préférences. Puis en psychiatrie, il y a un exemple relativement connu de ça, là, c'est la communauté Pro-Ana qui, dans le fond, qui est une communauté de personnes anorexiques qui défend que, dans le fond, l'anorexie est une forme de vie normale, voire qui valorise l'anorexie, puis qui en fait la promotion dans sa communauté. On a une forte intuition que ça va à l'encontre du bien des personnes qui sont dans cette communauté-là, parce que, on sait que, dans le fond, l'anorexie, si elle va à son extrême, peut causer la mort, qu'il y a plusieurs effets préjudiciables aussi, évidemment, des effets préjudiciables psychologiques, mais aussi physiologiques, là, du manque de nutrition. Donc, on a envie de juger cette condition-là comme quelque chose qui est pathologique, ou en tout cas qui demande une prise en charge thérapeutique, même si les personnes disent ne pas éprouver de détresse ou d'incapacité, puis qui défendent cette condition-là comme une forme de vie comme une autre, dans le fond. Fait que c'est ça, fait qu'il y a vraiment une tension entre les deux approches où on voit en quel sens elles peuvent amener des avantages, mais on voit en quel sens aussi elles font face à des inconvénients majeurs. Et donc, je dirais que jusqu'à maintenant, le débat n'est pas réglé, là, au sens où, d'un côté, on a cette ambition-là à l'objectivité, à quelque chose de scientifique, d'irréfutable, mais en même temps, on le trouve pas vraiment dans la nature. Il semble qu'en fait, il y a des normes quand même qui se glissent là. Fait que l'intuition est peut-être bonne, mais l'ambition difficile à réaliser. Puis du côté du normativisme, c'était vrai la critique des objectivistes ou des naturalistes qui disaient, les valeurs, c'est tellement compliqué. Comment on va faire pour départager les bonnes valeurs des mauvaises? D'une certaine façon, on le voit manifeste dans certains cas comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que le débat s'est structuré, puis jusqu'à maintenant, ce débat-là est pas réglé, dans le fond. J'imagine qu'une autre tension qui est amenée par le débat, ça doit être une tension au niveau de la prise en charge des personnes qui semblent présenter un trouble mental. Si on définit le trouble mental d'une façon un peu plus biologique, j'imagine qu'on va avoir tendance à intervenir de façon plus sur la physiologie, par exemple, par de la médicalisation, des opérations, je sais pas si ça existe. Donc, si on définit, par exemple, comme on le disait, la dépression comme un trouble hormonal, bien, on va donner peut-être des médicaments pour rebalancer chimiquement. Je confonds hormones et chimie, là. Vous voyez que j'ai arrêté la science il y a quelques années. Mais toujours est-il que, on va avoir tendance à plus médicaliser quand on a une conception qui s'approche plus de la biologie. Et quand on a une approche plus constructiviste, bien, j'imagine qu'on va intervenir différemment, voire se retenir d'intervenir, parce qu'on va peut-être dire, dans le fond, la personne en face de moi ne fonctionne pas selon les standards sociaux, mais elle ressent pas de détresse, donc je vais peut-être pas intervenir autant ou de la même façon que si j'ai l'ambition d'une définition objective. Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment des approches, parce que, par exemple, les approches objectivistes étaient un peu conscientes justement du risque quand on regarde juste du côté des dysfonctions neurobiologiques. On pourrait en venir à, dans le fond, à traiter des gens qui le souhaitent pas. Fait que souvent, les approches objectivistes, pour se prémunir de ça, disaient OK, il y a tout le volet empirique, objectif, mais en même temps, il y a aussi des questions éthiques au traitement, puis dans le fond, de défendre qu'une conception dépend pas des valeurs veut pas dire que on est obligé de traiter une pathologie. Un peu comme en médecine, on a le droit de refuser un traitement pour même si on a un cancer, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu la même idée, c'est de dire, peut-être que dans le fond, la dépression, c'est un fait objectif, puis c'est objectivement une pathologie, mais il y a un pas de plus à franchir pour dire qu'en fait, à partir du moment de la dépression, tu dois absolument prendre des antidépresseurs. Donc, il y a un volet éthique quand même pour être charitable là, avec l'approche objectiviste. Puis, on pourrait même dire aussi que une approche normativiste pourrait poser que le critère ultime, c'est les valeurs, mais défendre qu'à partir du moment où tu réponds à ces normes-là, tu as un traitement. Donc, je pense que c'est intéressant de traiter les questions différemment. C'est souvent la stratégie des philosophes, après, avec une approche analytique. Après, c'est vrai que dans la pratique, puis que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, dans la manière dont les soins sont structurés, je pense qu'il ne faut pas non plus jouer à l'autruche, au sens où c'est clair que créer un diagnostic puis le concevoir comme un trouble mental,
entraîne pratiquement là, une prise en charge thérapeutique. Évidemment, il y a des enjeux, évidemment, il y a le libre choix des patients, etc. Mais de la manière dont les soins sont structurés, généralement, un diagnostic entraîne un traitement, ou en tout cas, encourage un traitement. Fait que, tu sais, c'est pas une obligation au traitement, mais c'est sûr que ça devient encouragé, puis on vit dans des schèmes des schèmes sociaux où la médecine est prédominante, le recours à la médecine est encouragé, et donc à la psychiatrie. Même si ce sont des questions théoriques différentes, je pense que dans la pratique, elles sont souvent liées, puis c'est important, je pense, philosophiquement, de pas oublier que dans la pratique, même si théoriquement on peut faire une distinction, dans la pratique c'est lié, il faut faire attention à ce qu'on défend, je pense. Oui, encore une fois, là, la distinction réflexion philosophique plaisante et application dans la pratique est pertinente. Puis justement, tu me disais qu'aujourd'hui, on était peut-être face justement dans la pratique à une nouvelle crise, qui est la crise de la surmédicalisation. Parce que tu disais, bon, le recours à la médecine, aux médicaments est encouragé, puis, encore une fois, même si on force personne à prendre ces traitements-là, c'est sûr que dans la mesure où on a des troubles mentaux, on a quand même une certaine vulnérabilité de tout type, et bien se faire dire qu'on a un libre choix comme si on n'avait pas ce trouble mental, peut-être que, bon, ça dépend des personnes, mais bon, voilà, c'est peut-être un peu fragile comme argument. Donc, est-ce que tu peux, j'imagine que ça entre en compte dans cette crise de la surmédicalisation, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc c'est ça, je pense que c'est la crise majeure là, pour la psychiatrie. Au niveau de la définition du trouble mental, il y a d'autres crises, disons plus en termes de catégorisation de troubles spécifiques, mais de manière générale, je pense que c'est vraiment le défi là, pour la psychiatrie au niveau de la question de ce qu'est la santé mentale, ce qu'est un trouble mental. Donc, qu'est-ce que c'est la surmédicalisation? C'est le fait de penser que un problème ou une condition a été médicalisée et qu'elle n'aurait pas dû l'être. Puis qu'est-ce que ça veut dire médicaliser? Ça veut dire transformer la signification d'une condition, d'un phénomène, etc., pour le faire entrer dans la signification ou dans des significations médicales. Okay? Fait qu'exemple, on dit que la grossesse est médicalisée, puis j'utilise cet exemple-là parce que ça permet de faire des distinctions quand même. Donc, la grossesse est médicalisée, ça veut dire, dans le fond, qu'aujourd'hui, être enceinte entraîne une prise en charge médicale. Là, cet exemple-là ne veut pas nécessairement dire que la grossesse est un problème ou une maladie. Okay? Mais ça veut juste dire qu'on entre dans le domaine du médical, ça veut dire qu'il y a un suivi médical, ça veut dire qu'il y a des concepts médicaux qui sont créés pour faire sens, pour éclairer le phénomène de la grossesse. Fait que médicalisation, c'est la transformation d'un phénomène, puis de sa signification dans le domaine de la médecine. Cependant, quand on parle de surmédicalisation, généralement, on veut aussi dire surpathologisation, où là, dans le fond, il n'y a pas seulement la transition d'un phénomène vers le domaine de la médecine, mais il y a aussi, avec cette transition-là, la création d'une connotation pathologique. On pourrait dire, par exemple, que l'alcoolisme a été pathologisé, dans le fond. Avant, on considérait ça comme ça pouvait être un blâme moral, les gens ne savent pas se retenir, blablabla, quand ils boivent. Mais là, aujourd'hui, l'alcoolisme est une addiction. Okay, donc, c'est un trouble mental, donc une pathologie. Okay, donc, au-delà du fait d'être conceptualisé dans le domaine médical, etc., il y a un second volet là, de sens qui s'est ajouté, qui est celui de la pathologisation. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant la crise, la surmédicalisation? C'est le fait de penser qu'il y a beaucoup trop de conditions qui sont entrées dans le domaine médical, mais aussi et surtout qui sont entrées dans le domaine du pathologique. Et ça renvoie à des choses que tu mentionnais tout à l'heure, beaucoup trop de conditions qui ont été médicamentées. Fait que médicalisation, c'est le changement conceptuel qui entoure une condition particulière. Médicamentation, c'est dérivé de l'anglais, mais médicamentation, médicamenter, c'est généralement un des effets pratiques de la médicalisation, c'est-à-dire que quand on parle de prise en charge, souvent, pas toujours, mais souvent, on veut dire un traitement pharmaceutique. Généralement, ce que les gens remettent en question, c'est que certaines conditions ne devraient pas être conçues comme des pathologies, que certaines conditions ne devraient pas être traitées avec des médicaments. Plein de raisons pour penser ça. Étant donné, là, je pense que c'est un peu une conclusion partielle qui émerge de notre discussion, mais étant donné les difficultés de définir
le trouble mental, comme on l'a vu d'un point de vue objectif, la question de qu'est-ce qui devrait être dans le domaine du médical puis qu'est-ce qui devrait être dans le domaine du pathologique est une question non résolue. Okay? Fait qu'on peut légitimement remettre en question ce qui est entré dans le domaine du pathologique, étant donné que la définition est tellement floue qu'on n'a pas de réponse solide à donner à cette question-là. Fait que ça, c'est pour la surmédicalisation au niveau de la pathologisation, là, du fait de concevoir des conditions comme pathologiques. Dans le domaine médical, ben c'est sûr que si une condition n'est pas pathologique, déjà, pourquoi la traiter? Fait que ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est l'efficacité des traitements pharmaceutiques, surtout au niveau des conditions psychiatriques. Donc, de plus en plus, il y a du mécontentement de la part des patients ou des personnes avec la maladie mentale par rapport à l'efficacité puis aux effets secondaires des médicaments, puis à quel point les médicaments aident les patients. Puis là, je veux juste être claire, il y a des médicaments qui changent la vie des personnes avec des troubles mentaux puis qui font vraiment du bien aux personnes. Fait que là, c'est vraiment pas d'avoir un discours anti-médicaments puis unilatéral parce que ça serait faux. Il y a vraiment des vies qui sont améliorées grâce à ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne trouvent pas de bénéfice à la médication. Et là, émerge c'est ça, une crise là, au niveau de cette attitude un peu automatique de prescrire la médication, même si les effets secondaires sont parfois pires que les bénéfices rencontrés. Donc, ça, c'est la crise de la surmédicalisation en psychiatrie. Là. Il y a évidemment d'autres choses, là, mais... puis, tu sais, on en parle des fois même comme d'une épidémie, là, l'épidémie de la dépression, l'épidémie du trouble hyperactif avec déficit d'attention. Cette idée que, en fait, le champ de la psychiatrie fait juste grossir encore et encore, puis qu'ultimement, il y a comme une crainte que tout soit médicalisé. Puis en fait, tout comportement qui légèrement dévient de l'idéal de l'esprit humain deviennent médicalisés, deviennent pathologisés, puis deviennent traités par des médicaments. Puis il y a comme cette crainte-là, disons, que rentre contre la psychiatrie, je pense légitimement, là, oui. En fait, cette intervention-là me fait penser à... J'ai fait un stage là, au cégep, puis là, les gens du cégep sortent de l'adolescence, donc une autre génération. Peut-être pas pour toi, Romane, mais pour moi, oui. Et ce que j'avais vu, c'est que dans nos classes, à peu près 30% des étudiants et étudiantes avaient des diagnostics de dysfonction au niveau de l'apprentissage. Lorsqu'on parle à des parents et qui voient leurs enfants là, qui ont 7, 8, 9, 10 ans, ça approche le 50%. Et là, j'imagine ma fille, quand elle va être à l'école, à ne pas avoir de diagnostic de psychopathologisation par rapport à l'apprentissage, ça va peut-être être la norme. La majorité des gens vont être considérés avoir un diagnostic parce que ça tend vers... Il semble y avoir une augmentation. Et on peut se demander, est-ce que c'est des changements culturels? Est-ce que c'est qu'on psychopathologise un peu trop? Et je me souviens d'avoir vu la liste là, au cégep avoir de la difficulté à trouver le bon mot, ça c'est psychopathologisé, difficulté à l'orthographe, difficulté, puis ça venait presque aussi précis à il y a de la difficulté à mettre ses S à la fin des mots. C'est ok, mais est-ce que tout ça c'est vraiment de la psychopathologisation ou c'est une façon de prendre des faiblesses normales des individus? Puis là il semble y avoir une question qui est plus large. Ça m'arrive d'être en dépression, mais après ça, après 3 semaines, tout va bien, donc je suis pas en dépression. Et qu'est-ce qui est la différence entre quelque chose qui est une condition normale, mais qui va moins bien que les autres, puis qu'est-ce qui est un problème? Puis, il me semble que cette question-là est extrêmement difficile, surtout quand on a des changements sociaux qui sont là, des changements de médicalisation, on sait plus, est-ce que plus de problèmes, ou on fait juste plus psychopathologie? C'est ça. Moi, je trouve que la médicalisation, c'est une question super complexe. Il y a comme plein d'enjeux qui sont liés, qui s'entremêlent. Bon, déjà, première clarification ou distinction, il y a 2 manières par lesquelles la médicalisation survient. Première chose, comme je le disais tantôt, des conditions comme, par exemple, la dyslexie deviennent médicalisées et pathologisées. Donc, première chose, donc là, ça serait un peu ce phénomène-là, où, dans le fond, la dyslexie, avant, c'était pas considéré comme un trouble ou un handicap ou quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, ça l'est. Deuxième élément, les seuils de diagnostic sont abaissés. Fait que là, dans le fond, la question, c'est pas est-ce que la dyslexie devrait être médicalisée, c'est à partir de quand
un comportement ou une condition atteint les standards pour être considéré comme la dyslexie là, dans l'exemple qu'on utilise. Fait que ces deux facteurs-là entraînent la crise de la surmédicalisation. Là. C'est-à-dire que de plus en plus de conditions différentes sont médicalisées, mais aussi les seuils sont abaissés. C'est ça. Là, après, il y a des raisons pour lesquelles les seuils sont abaissés. Il y a une tension en psychiatrie, mais aussi en médecine, là, entre ce qu'on appelle les faux positifs puis les faux négatifs. Puis dans le fond, un faux positif, c'est quand tu reçois un diagnostic, mais tu n'as pas vraiment la condition. Donc ça, c'est un faux positif. Faux négatif, c'est quand tu aurais besoin d'aide, mais tu ne reçois pas le diagnostic. Puis dans la perspective de la médecine et de la psychiatrie, c'est mieux des faux positifs que des faux négatifs. Parce qu'un faux négatif, c'est quelqu'un qui passe entre les mailles du filet puis qui n'aura jamais de soins. Un faux positif, c'est quelqu'un qui, s'est trompé sur le diagnostic, qui va avoir des soins. Puis là, généralement, on pense que c'est moins pire pour quelqu'un d'avoir des soins alors qu'il n'en a pas besoin que quelqu'un qui aurait des besoins mais qui n'a pas eu de soins. Fait que là, il y a cette tension-là. Puis pourquoi? Parce que la médecine, son but, c'est d'aider les gens, de supprimer ou en tout cas de diminuer la souffrance, etc. Fait que tu sais, c'est ça l'orientation. Mais après, puis là, c'est ça, de plus en plus, il y a des gens qui remettent en question cette balance-là entre faux positif, faux négatif, en disant, en fait, il y a des effets négatifs au faux positif. On a pensé que c'était moins pire, mais là, il faut regarder. Puis il y a plein de types d'effets qui découlent des faux positifs, donc d'avoir un diagnostic alors qu'on ne devrait pas l'avoir. Stigmatisation, changement d'identité là, pour la personne, coût pour le système. Okay, si tu as des soins et tu n'en as pas besoin, c'est un coût énorme. Puis effet secondaire du traitement, là, dépendamment du traitement, là, c'est sûr que je pense que dans le cas à l'école, on se dit beaucoup, vu que c'est pas toujours médicamenté, des fois c'est juste des ressources supplémentaires, par exemple être suivi par un psychologue ou un travailleur social, ou des fois c'est juste ça la prise en charge, fait qu'on se dit c'est bien mieux pour quelqu'un d'être suivi par un travailleur social que de pas du tout avoir de ressources puis finalement rencontrer un mur parce qu'on n'a pas été pris en charge. Fait que je pense qu'il y a une volonté bonne, mais de plus en plus là on voit des critiques de cette balance-là, puis on vise à mieux décrire les effets négatifs des faux positifs sur les personnes puis sur la société dans son ensemble. Après, il y a un autre enjeu à la médicalisation qui est, je pense, important, puis je trouve qu'il est bien reflété dans l'exemple là, on connaît tous quelqu'un qui a eu un diagnostic puis qui a des mesures particulières. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'en fait, on peut médicaliser sans pathologiser. Okay? Donc, il y a toute une mouvance là, pour certains troubles, là, on me voit pas, mais je le mets entre guillemets, justement, c'est ça la revendication. Puis c'est pas pour toutes les catégories du DSM, mais pour certaines catégories. L'idée, c'est que oui, il y a besoin de prise en charge thérapeutique, mais sans pathologisation. Parce que, comme on l'a vu, là, qu'est-ce qui est pathologique ou pas? Fait que déjà, étant donné qu'on n'a pas la réponse, puis que ça fait du mal à certaines populations d'être pathologisées, puis d'être stigmatisées, là, au niveau de, justement, de dire que c'est un dysfonctionnement, que ça va pas bien chez l'individu, que c'est pathologique, blablabla, ça a des effets négatifs sur eux, alors qu'on n'a pas prouvé que c'était un trouble. Mais, puis là, dans le fond, juste pour clarifier, ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la neurodiversité, okay? Puis ça comprend, par exemple, les personnes autistes, les personnes avec un déficit d'attention avec hyperactivité, la dyslexie, ok, donc généralement ce sont les diagnostics qu'on a justement à l'école là, ou dans le système scolaire. Donc là l'idée c'est juste de dire c'est des styles cognitifs différents qui sont en dissonance si on veut avec le style cognitif majoritaire ou dominant. Okay? Puis dans le fond, par exemple le fait d'écrire d'une façon X, le fait de faire un parcours scolaire façon Y, ça c'est mis en place pour répondre, disons, entre guillemets, au plus grand nombre. Par contre, c'est sûr qu'il y a des styles cognitifs qui sont pas parfaitement en ligne avec cette façon de concevoir l'éducation. Puis là, on dit, ces personnes-là, pour pouvoir répondre aux standards qui sont exigés par le modèle scolaire dominant, il va falloir des ressources. Okay? Puis là, c'est comme ça pense différemment les choses au sens où c'est comme un accommodement, en guillemets, mais pour rebalancer un peu la situation où, dans le fond, toi, comme personne, t'appartiens pas à un style cognitif particulier, mais on va donner des ressources pour que tu puisses poursuivre, dans le fond, avec les autres dans le même bateau, si on veut, sans être brimé, disons, de pas appartenir à ce style cognitif dominant.
Fait que c'est ça. Fait que la revendication ici, c'est pas nécessairement de démédicaliser, c'est de dépathologiser les conditions, parce que dans le fond, il n'y a pas, pour cette approche-là, avec laquelle je suis plutôt d'accord, il n'y a pas de bonne raison d'appeler ça un trouble, d'appeler ça une pathologie, mais il y a des bonnes raisons de donner des ressources. Fait que pourquoi pas juste faire ça? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre enjeu de la médicalisation, là. Pour certains troubles, entre guillemets, dans le DSM, justement, la revendication, ça serait de dire, ben, c'est pas un trouble, mais on veut garder les ressources. C'est ça s'applique à plein de troubles aussi. Là, on l'a vu, dans le DSM, il y a plus de ce qu'on appelle des paraphilies, là. C'est considéré comme des dysfonctionnements sexuels. Puis là, on voit que il y a une demande massive de démédicaliser et de dépathologiser ces conditions-là, parce que là, ici, l'argument, c'est ça cause pas de détresse aux individus. Par exemple, ce qui est appelé dans le DSM la dysphorie de genre, là, présentement, c'est dans le DSM. Et parce que c'est dans le DSM, ben, c'est pathologisé. Fait que là, les gens disent, ben là, c'est une condition normale, c'est juste une différence, mais c'est pas une pathologie. Donc, pouvez-vous retirer cette catégorie-là, ou en tout cas dépathologiser cette catégorie-là. Fait qu'il y a comme plusieurs combats, ou en tout cas, combats ou enjeux qui sont liés à la médicalisation. C'est pas nécessairement les mêmes questions tout le temps. Par exemple, tu sais, les gens qui... Par exemple, il y a moins ces revendications-là pour la dépression, par exemple, où là, c'est vraiment c'est une condition qui crée vraiment de la détresse, là. Il y a pas vraiment de doute là-dessus, ben, mis à part peut-être certains cas particuliers. Mais c'est ça, là, c'est moins un enjeu, la pathologisation, parce qu'il y a une claire détresse. Il y a besoin de prise en charge, mais ça va pas se manifester de la même façon pour justement d'autres diagnostics où là, le critère de détresse est moins clair. Puis là, justement, on pourrait demander une démédicalisation parce que on répond pas à ces critères-là. Dans les revendications pour dépathologiser ou démédicaliser certaines conditions, il semble qu'en fait, elles proviennent des patients et patientes elles-mêmes. C'est les personnes trans ou qui ont de la dysphorie de genre qui disent, ben dans le fond, ma dysphorie de genre, je peux par exemple effectuer une transition puis vivre de façon épanouie. Ou les personnes dyslexiques, par exemple, qui disent, ben je suis pas malade, j'ai juste besoin de 30 minutes de plus à mon examen. Donc, c'est les patients et patientes elles-mêmes qui regardent leur vie, puis qui voient en fait le niveau de détresse qu'elles ressentent, puis qui contestent les définitions psychiatriques. Et on a parlé beaucoup des psychiatres, en fait quasiment exclusivement durant cet entretien. Donc, est-ce que ce serait possible aujourd'hui d'inclure, peut-être que c'est déjà fait, est-ce qu'on inclut les points de vue des patients-patientes dans les débats sur les définitions des troubles mentaux et comment ça se fait, comment ça pourrait plus se faire si c'est souhaitable? Oui, c'est ça, c'est clair que c'est une bonne question, puis on se rend compte qu'en fait, plus on est à l'écoute des personnes qui ont été diagnostiquées, en fait, plus notre vision des conditions change. Dans le DSM, puis dans la structure de révision du DSM, il y a certains endroits où on écoute les patients ou les personnes avec des maladies mentales. Par exemple, il y a un représentant des patients qui siège sur un groupe de travail, dans le fond, puis qui passe en revue, dans le fond, les changements proposés. Mais bon, c'est une personne sur une structure gigantesque, dans le fond. Puis il y a aussi, dans la structure de révision du DSM-5, il y a aussi les différents responsables des diagnostics proposent des ébauches de changements en ligne, puis ces ébauches-là peuvent être commentées par le public en général, fait que ça peut inclure les patients, mais ça peut inclure aussi les citoyens, citoyennes en général. Fait qu'il y a comme deux lieux où le témoignage puis la perspective des patients-patientes peut être entendu. Après, d'une certaine manière, on peut dire que c'est peu, puis que ces témoignages-là ou ces perspectives-là visent pas nécessairement l'enjeu de la médicalisation. Puis ça, c'est un des éléments sur lesquels je travaille, c'est le fait que dans les structures de révision du DSM, il y a peu, voire pas, de lieu pour discuter de l'enjeu de la médicalisation lui-même. Fait que dans le fond, la manière dont la révision est structurée, c'est que chaque groupe de travail est responsable de des diagnostics particuliers, puis dans le fond, ils vont produire des recommandations vis-à-vis des diagnostics particuliers, mais c'est très très rare qu'ils vont se poser la question, est-ce que ce diagnostic-là est un réel
trouble mental, quels sont les standards selon lesquels je juge ça, blablabla. Fait que les questions qui sont posées lors de la révision sont pas trop des questions normatives, ou en tout cas sont pas liées à la médicalisation. Puis c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'il y aura pas des lieux pour discuter ces problématiques-là de manière explicite, on n'a pas d'assurance que la perspective des patients va pouvoir être exprimée sur ces enjeux-là. La seule chose qui se rapproche, disons, de ce que je plaide, là, c'est-à-dire un lieu explicite pour discuter de ça, c'est que pour des enjeux de nomenclature, mettons, comment on nomme les différents diagnostics, puis comment on décrit aussi les critères diagnostiques, là, les symptômes qui sont associés à des diagnostics, là, on inclut généralement les patients, parce qu'on pense que c'est important comment on appelle les choses, puis que, dans le fond, les patients ont une perspective éclairée sur cette question-là. Fait que ça, c'est quelque chose où les patients sont déjà, pas partout, pas tout le temps, mais sont de plus en plus inclus. Mais c'est de la nomenclature, c'est pas la même chose que, tu sais, c'est vraiment quel mot on emploie pour... C'est pas des définitions. C'est pas des définitions. Par exemple, tu sais, un exemple de quelque chose qu'on a modifié, c'est retard mental, puis là, on préfère le mot handicap, tu sais, juste de changer des petits mots comme ça qui sont connotés au péjoratif. Mais effectivement, c'est pas des questions définitionnelles, puis c'est pas des questions structurantes là, sur qu'est-ce qui devrait compter comme le normal, qu'est-ce qui devrait compter comme le pathologique, quels sont les enjeux liés au faux positif, au négatif, tu sais. Ça, c'est pas des discussions qui sont faites avec les patients, mais moi, j'ai quand même espoir que dans le futur, ça soit le cas, au sens où il y a quand même une attention grandissante là, dans la littérature critique sur la psychiatrie, à l'importance des perspectives des personnes qui vont être diagnostiquées. Puis j'ai l'impression que, comme un effet, ou pas un effet, mais une implication nécessaire de cette reconnaissance tranquille là, de la perspective des patients-patientes, c'est que, la pertinence de cette perspective-là va être élargie. C'est-à-dire que là, on trouve que cette pertinence est davantage liée à la manière de décrire les diagnostics, mais à terme, je pense que la pertinence est aussi dans qu'est-ce qu'on traite, comment on traite, etc. Les questions définitionnelles puis conceptuelles. Fait qu'en tout cas, j'ai espoir, voilà. En fait, juste peut-être pour terminer, si je comprends bien, il y avait la crise des années 60-70 qui était vraiment plus fondamentale. Et là, on est en quelque chose où on dit nos fondements sont solides, mais on veut faire du fine-tuning à la fin pour que tout représente bien ce que les patients pensent, par exemple. Mais on aurait peut-être besoin, peut-être que tu défendrais ça, on aurait peut-être besoin d'une deuxième crise pour dire on souhaite maintenant avec la question trans, qui est une super grosse question, on a peut-être l'espèce de momentum pour re-questionner justement des questions plus fondamentales et de peut-être améliorer, encore donner un gros coup de barre pour améliorer la psychiatrie. Oui, en fait, je l'espère qu'il y aura cette deuxième crise-là, ou en tout cas cette deuxième révolution-là en psychiatrie. C'est sûr que moi, j'ai un biais de recherche, au sens où, tu sais, je lis des ouvrages de la littérature qui défend ça tous les jours, donc c'est sûr que, tu sais, je me dis, waouh, il y a vraiment un momentum. Mais je pense que qu'est-ce qui me conforte, là, au-delà de mes biais de confirmation, c'est que tranquillement, il y a des choses qui changent. Justement, tu sais, l'ajout du représentant des patients, c'était pas quelque chose qui était là avant. La publication en ligne, c'est pas quelque chose qui était là avant. Donc, tu sais, tranquillement, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Après, je pense qu'il faut vraiment plus là, pour que ce soit démocratique, puis que la psychiatrie puisse dire qu'elle va dans l'intérêt des personnes qui sont diagnostiquées. Pour aller dans l'intérêt des personnes qui sont diagnostiquées, il faut consulter les personnes diagnostiquées comme un mécanisme de base. Mais je pense que tranquillement, tu sais, il y a comme des mentalités qui changent, il y a comme l'expertise est redéfinie et limitée aussi. L'expertise, c'est sur des questions... Les psychiatres sont experts de questions... C'est ça, des questions limitées, puis il y a des enjeux beaucoup plus larges qui doivent être discutés. Je pense que tranquillement, ça change. Voilà. Révolution. Alors, sur cette très inspirante conclusion, merci beaucoup Anne-Marie de ton expertise aujourd'hui, d'être venue avec nous sur ces difficiles questions de définition dans le domaine de la psychiatrie. Merci beaucoup.